Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une liste très commentée et analysée depuis son annonce aujourd'hui. La liste des 428 candidats aux législatives sous l'étiquette La République en marche. Renouvellement, parité, mais aussi véritable défi politique pour de nombreux novices dans ce domaine. Et aussi premier gros couac avec le modem de François Bayrou. Alors sur ce paysage, le débat avec de nombreux invités dans un instant. Et plus largement, quelle est la méthode Macron? Depuis son élection, le nouveau président veut montrer qu'il est ferme sur le plan politique et sur le plan social, avec un train de réforme à venir. Mais ce style volontaire et cette méthode peuvent provoquer quelques crispations. Sur ce sujet, le match des idées opposera Claude Posternac, fondateur du site l'important.fr, à Olivier Babot, représentant de la fondation Concorde. Enfin, l'entretien, mon invité trouve des similitudes entre l'étude du paysage politique et l'étude des grands singes. Pour Pascal Pic, paléo-anthropologue, les convergences dans les comportements sont frappantes. Alors, il décrit ces ressemblances dans son livre intitulé « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Mais on lui posera la question. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions, vos questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Jean-Luc Mélenchon accoste à Marseille. Il a rencontré cet après-midi le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Le leader de la France Insoumise se présente dans la 4e circonscription face à Patrick Mennucci, un ancien camarade du Parti Socialiste qui dénonce ce parachutage. C'est la 5e fois qu'il change de lieu de vote, et bien il va falloir qu'on discute de tout ça en même temps qu'il faudra qu'il nous explique ce qu'il connaît du centre-ville de Marseille, à part le Vieux-Port, un jour de soleil et de meeting. Donc voilà, il a choisi l'affrontement, il va l'avoir. Toujours à Marseille, le sénateur maire FN Stéphane Ravier se lance lui aussi dans la bataille dans une autre circonscription. En cas d'élection, il pourrait quitter le palais du Luxembourg pour rejoindre le palais Bourbon. François Hollande. François Hollande prépare l'après. Pour sa dernière intervention en tant que président de la République, il a visité le chantier des futurs locaux de sa fondation dédiée à l'innovation sociale. Je me suis engagé très tôt, y compris sur le plan électoral. La première fois que je me suis présenté à une élection, j'avais 26 ans. Donc je me suis déterminé pour que ce ne soit pas simplement un moment de mon existence, mais véritablement toute mon existence. Je n'avais pas pensé nécessairement, lorsque je me suis présenté pour la première fois au suffrage, que je deviendrais président de la République. Certains peuvent avoir même une accélération et se présenter au suffrage pour la première fois et devenir président de la République. Ça peut arriver. À droite. Ceux qui feront ce choix, s'il y en a parmi nous, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que cela, feront le choix d'être en marche contre nos candidats, contre notre projet, et donc feront leur choix d'une mauvaise analyse politique, de considérer que la France, telle qu'elle se présente, c'est celle du second tour, et que la France se résume à Macron ou le Front National. Justice. Deux journalistes du Canard enchaîné entendus par la justice dans l'affaire Fillon. L'ancien Premier ministre avait déposé plainte contre l'hebdomadaire qui affirmait que le premier contrat de son épouse avait démarré en 1980 dans un ministère. François Fillon s'appuie sur un texte du code électoral qui réprime la propagation de fausses nouvelles en période de campagne. Justice. Claude Guéant et Emmanuel Mignon, de nouveau mis en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ancien secrétaire général de l'Élysée et l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy sont poursuivis pour détournement de fonds publics par négligence. Entre 2007 et 2012, l'Élysée a déboursé 7,5 millions d'euros en sondages et conseils, commandés sans appel d'offres aux sociétés de Pierre Giacometti et de Patrick Buisson, alors conseillers du président. Parité, renouvellement, mais aussi quelques couacs non négligeables. Elle était en tous les cas très attendue. C'est la liste des candidats de La République en marche pour les législatives, ou du moins une grande partie de cette liste a donc été annoncée et publiée. Des choix qui vont forcément marquer le début du quinquennat Macron. Alors sur ce paysage, le débat avec nos invités ce soir. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous faites partie de cette liste. Vous êtes donc candidate La République en marche dans la 10e circonscription des Yvelines. Avec nous également Rafik Smati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président
présidente du mouvement de la société civile Objectif France. Vous êtes également entrepreneur. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice de l'agence Le Board. Et Frédéric Dabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFAP. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de regarder un panorama général de cette liste des candidats REM en vue des législatives et les réactions à cette liste avec Mounir Soussi. Parmi les 428 personnalités présentées, la parité est atteinte avec 214 hommes et 214 femmes. Plus de la moitié est issue de la société civile et n'a jamais exercé de mandat électif. Et seulement 24 parlementaires socialistes et écologistes sortants ont été investis. Sur la pluralité politique, les candidates et les candidats sont issus de l'ensemble du spectre politique républicain. Et ce pluralisme est l'expression de la recomposition du paysage politique voulu par le président de la République autour du projet qu'il porte pour notre pays. La liste a été dévoilée avec 2 heures de retard et pourtant elle contenait plusieurs erreurs. Les candidats investis par En Marche ont démenti dans la foulée. Mourad Boudjelal, le président du club de rugby de Toulon, et François Pupponi, le maire socialiste de Sarcelles, désavouent la commission d'investiture. Plus grave, le modem de François Bayrou récuse la liste et affirme qu'elle n'a pas son assentiment. En clair, un des principaux alliés d'Emmanuel Macron n'est pas satisfait de la place faite à ses candidats. Pour l'instant, aucun républicain n'a franchi le pas malgré la volonté d'ouvrir la majorité. Le mouvement a fait un geste envers Manuel Valls en ne présentant aucun candidat dans sa circonscription. Mais l'urgence pour En Marche sera d'éteindre le début d'incendie qui couve avec François Bayrou, qui tiendra un bureau politique du Modem demain soir. 3/4 des candidats annoncés, renouvellement, parité et quelques couacs. Avec un peu plus de recul ce soir, Rafik Smati, que vous inspire cette liste qui est importante car ce sont là les premiers choix du président Macron? Pour dire les choses de façon honnête et sincère, parce qu'après tout, quand on est engagé dans la société civile, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est rafraîchissant de voir des nouvelles têtes, des nouveaux noms, de nouvelles générations sur des listes. Je regrette d'ailleurs que la droite ne soit pas dans le même type de dynamique. Je relativise seulement, pour rendre à César ce qui appartient à César, que quand on observe les listes et les candidats des autres partis, mais qui n'ont pas vocation à remporter l'élection législative, je pense aux Insoumis ou à Debout la France ou à Asselineau ou à plein d'autres, ces listes-là sont des listes de la société civile également de fait. C'est-à-dire que ceux qui ne présentent pas de candidats de la société civile sont ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités parce qu'ils ont des sortants. Mais au demeurant, c'est une liste que je trouve plutôt rafraîchissante. C'est intéressant parce que plutôt de sensibilité, j'allais dire, on peut dire dans l'opposition par rapport à Aurore Berger, plutôt de droite, mais c'est important d'avoir un avis... Non, mais c'est bien. La vie politique française a besoin de renouvellement. Les Français ne se reconnaissent plus dans cette logique qui consiste à faire de la politique un métier à vie. Mais au-delà des personnes qui incarnent un mouvement où les idées, le plus important par-dessus tout, c'est le projet et c'est le programme. Et in fine, les Français se prononceront sur des idées, sur des programmes, sur un programme de réforme, évidemment, et pas sur un casting. Même si, toute chose égale par ailleurs, il vaut mieux avoir des personnalités de la société civile qui soient davantage représentatifs de la société française plutôt que des apparatchiks. Et vous en faites partie de la société civile ce soir également. On va arriver à vous, Aurore Berger, vous êtes la candidate aujourd'hui investie également. Anne-Claire Ruel, votre avis également de manière générale ce soir ? Alors, sur l'aspect de cette liste, je trouve ça assez intéressant, effectivement. Le côté société civile, renouvellement de la vie politique, ça a été souhaité à plusieurs égards. On avait une discussion juste avant générationnelle, mais voilà, depuis que je suis née, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes politiques, et c'est à titre personnel. Je pense que les Français sont exactement dans ce même cas, et ils appelaient de leur vœu cet effet, il fallait absolument le faire. D'ailleurs, il fallait absolument le faire parce que d'un point de vue de communication, c'était absolument inaudible si ce n'était pas réussi. En revanche, si on s'intéresse un petit peu à la forme et aux couacs qui ont suivi la mise en place, l'annonce en fait de cette liste, on s'aperçoit que des personnes qui se démentent en fait faire partie de ces candidats. Alors c'est un petit peu compliqué quand on nous a donné le process très figé de candidature avec une mise en ligne, une lettre de motivation, un appel ensuite de l'équipe et tout. Donc on peut se dire que bon, comment se fait-il que ces personnes aient échappé ou à l'insu de leur plein gré
voilà, ce formalisme un peu pour tout ça. Donc voilà, ça pose quelques questions de ce point de vue-là. Et c'est dommageable parce que du coup, ça porte un peu un discrédit. Et on en parle forcément de ces couacs aussi, même s'il ne faut pas oublier le reste. On va arriver aussi au reste, parce qu'il y a quand même aussi un accro ce soir politique. Vous allez nous en parler, Aurore Berger. Frédéric Dabi, même question, sentiment général sur ce renouvellement, avec aussi beaucoup, et ce n'est pas, je veux dire, leur faire offense de dire que ce sont des novices en politique. C'est donc un véritable pari pour eux et pour notre démocratie également. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le pari est réussi du point de vue du renouvellement. Rien que le fait d'avoir investi 214 femmes, 214 hommes, quand on voit les difficultés qu'a eu la droite par le passé à avoir cette parité. La parité en France, ce n'est pas d'il y a 3 ans, c'était les municipales de mars 2001. Quand on regarde comme ça, il y a beaucoup d'éléments qui montrent sans doute que la Chambre va être renouvelée massivement. Elle l'est aussi parce que beaucoup de députés sortants ne se représentent pas. La France a connu des renouvellements très très importants, 81 pour la gauche, 93 pour la droite, mais le fait qu'il y ait beaucoup de non-politiques, même si quand on regarde la liste, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de conseils municipaux. Ils ont un petit mandat. Mais là quand même, je dirais, un vent frais et l'idée que, un peu comme la jeunesse du président Macron ringardise beaucoup d'autres personnalités politiques, l'inexpérience ou la nouveauté de ces candidats peut créer un effet de souffle intéressant, d'autant plus que, malgré les incertitudes, une élection législative depuis l'inversion du calendrier électoral reste une élection qui a perdu son autonomie et qui est très fortement poussée par le rapport de force présidentiel. On va en reparler, je pense que c'est quand même, il faut prendre ça avec une certaine prudence. Par contre, les petits couacs qu'on a entendus, les candidats, les hommes politiques ou femmes politiques qui demandent, François Pupponi, le fait que quelqu'un a été rayé en dernière instance parce qu'il avait été condamné il y a quelques années, ça n'a pas une importance fondamentale. Par contre, le cas Bayrou, le cas du MoDem, c'est très très important. Quand on regarde le rolling IFOP fiducial, le moment de dynamique majeure de la candidature Macron, c'est fin février, 23-24 février 2017, quand François Bayrou se rallie à Emmanuel Macron. Et là, parce qu'on a des électorats très proches, on a une explosion des votes, si je puis dire, en faveur du fondateur d'En Marche qui est absolument impressionnante. Donc le fait que, même s'il y a peut-être une part de politique, les choses vont peut-être s'aplanir, le fait que solennellement le président du MoDem fasse part de son insatisfaction, c'est un élément important. Les 2 derniers quinquennats, les débuts des 2 derniers quinquennats ont été marqués par les couacs, qui ont très vite instillé une mauvaise petite musique chez les Français, relayée par les médias, l'incompétence, l'amateurisme. Attention, d'autant que le personnel politique macronien est beaucoup plus jeune que la moyenne, 46 ans, et beaucoup moins capé en termes de mandat. C'est une petite musique qui pourrait devenir une critique. Ce qui est dommage pour moi, parce que justement, il y avait un process qui était vraiment très établi et qui était très intéressant justement pour candidater un petit peu la manière d'une entreprise. On va parler de ce process. Juste, je vais vous faire réagir à cette accro politique, mais Aurore Berger, vous êtes donc candidate face à qui d'ailleurs dans cette circonscription? Je suis candidate dans la 10e circonscription des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson. Voilà, c'est une circonscription où je suis élue, puisque je suis moi conseillère municipale, et puis aussi élue au sein de l'agglomération qui comprend une partie de la circonscription, et puis voilà, on va se le cacher, aussi une dimension symbolique d'être candidate face à Jean-Frédéric Poisson, puisqu'on est à peu près diamétralement opposés sur tout. Et donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cette campagne législative. Est-ce que la réaction de François Bayrou, qui s'est quand même exprimé via un communiqué, elle vous a surpris d'abord ce soir, peut-être même un peu dérouté? Si vous voulez, nous, ce qu'on a toujours dit, et je pense que les gens ne l'auraient pas compris sinon, c'est qu'il n'y avait pas d'accord d'appareil. Donc il n'y avait pas de raison, si vous voulez, qu'il y ait un accord d'appareil avec le MoDem. Là, on a toujours dit qu'il n'y en aurait pas avec LR, avec le PS, avec l'UDI. Donc on a respecté cette règle-là qui a toujours été édictée. Après, je pense que, voilà, vous l'avez vu, il y a 428 candidats qui ont été annoncés, 14 qui l'avaient déjà été. Il reste un certain nombre de circonscriptions où je pense que voilà, le MoDem aura, en tout cas les candidats qui sont soutenus par François Bayrou auront une place, et ça me paraît légitime. Et ce qui me paraissait aussi très important, c'est la question du projet. C'est pas anodin que le premier projet de loi qu'Emmanuel Macron souhaite porter soit sur la question de la moralisation de la vie publique et de la vie politique. Une demande de François Bayrou. Clairement il avait quand même souhaité des candidatures communes dans toutes les circonscriptions. Ce qui compte, c'est aussi le projet. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a pas fait d'accord d'appareil, donc personne n'aurait compris que tout d'un coup on fasse une exception pour un parti politique. Et vous reconnaissez qu'il a été un soutien important au moment où Emmanuel Macron en a eu besoin pendant la campagne. C'est un soutien majeur par rapport à tout ce qu'on nous avait dit à l'époque, en nous disant justement qu'il fallait surtout pas le soutien de François Bayrou. Évidemment, c'est un soutien majeur. C'est un soutien qui était aussi très cohérent par rapport au positionnement qui était celui de François Bayrou et celui que défend Emmanuel Macron. Et encore une fois, il a une traduction programmatique, puisque le premier projet de loi qui est présenté, c'est sur le non-cumul des mandats, l'éthique en politique, le fait qu'on puisse pas avoir des parlementaires qui ont demain un casier judiciaire. Et je peux vous dire que ça a beaucoup rénové la vie politique. Apparemment, il y aura une exception pour le MoDem, puisqu'il aura son groupe politique.
Mais après, si des gens veulent créer des groupes parlementaires, ça, on ne peut pas leur interdire de créer des groupes parlementaires. Mais il n'y a pas d'accord politique, vous l'avez bien vu, il n'y a pas d'accord d'appareil, puisqu'en l'occurrence, il y a, si ma mémoire est bonne, 7 candidats investis qui sont issus du MoDem. Donc il n'y a pas, pour l'instant, de groupe politique. On va parler des autres signaux qui ont été envoyés. Il y en a beaucoup vis-à-vis de la droite. On va parler également des socialistes et de quelques, quand même, visages qui sont revenus très rapidement. Rafik Smati, sur cet aspect plus politique, selon vous, c'est un accro ou alors au contraire, justement, il faut d'abord privilégier ces visages, vous avez décrit tout à l'heure, de la société civile avant les appareils, comme on dit. Oui, j'ai dit il y a quelques instants tout le bien que je pensais du rajeunissement d'une Assemblée nationale. On a entendu parler des couacs. Alors, le cas Bayrou, je m'en contrefiche, enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est sincère, oui, mais il est important quand même, il y a, politiquement. En revanche, pour moi, des signaux faibles qui m'interpellent et qui m'agacent. Avant-hier, on a jeté en pâture un ancien Premier ministre de la France, Manuel Valls, pour qui je n'ai pas particulièrement je n'apporte aucun soutien. On l'a jeté en pâture avec une humiliation publique de la part de personnes de En Marche. Non, pas du tout. En disant, si. On a rappelé que les règles étaient les mêmes pour tous. Oui, mais alors justement, qu'on soit ancien Premier ministre ou pas, simplement. Soit. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que des personnes se sont retrouvées sur les listes sans avoir candidaté, sans être membre de En Marche. Bon, s'il n'y avait pas eu ce couac, je n'aurais rien dit sur ce qui s'est passé avec Manuel Valls. Quand même. Non, mais non. Si vous m'aviez écouté sur une autre antenne il y a 2 jours, mais arrêtons-nous sur le cas Manuel Valls. Mais là, je trouve que c'est un signal faible qui est, en fait, et sur le cas de Manuel Valls, alors, au final, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par une absence de candidat en face. Alors, on est dans le fameux en même temps. Je n'investis pas Manuel Valls. Je vous expliquer et en même temps, je lui mets personne en face. Vous n'êtes pas en train de dire que c'est une synthèse hollandaise, là. Non, écoutez, j'ai cru comprendre. C'est le contraire de Hollande. Non, mais j'ai cru comprendre, et vous devriez prendre sa défense, qu'il y avait une femme qui était très impliquée dans la circonscription et qui était sur le point d'être investie. Et manifestement, on est dans les combines politiques. C'est qu'on a édicté des règles, notamment qui étaient la question qu'on ne pouvait pas faire plus de 3 mandats successifs. Donc Manuel Valls ne rentre pas dans les critères qui lui auraient permis d'être investi officiellement par En Marche, parce que l'idée, c'est justement qu'on ne fasse pas d'exception par rapport à des critères qu'on a édictés et qui participent au renouvellement de la vie politique. Ça, c'est la première chose. Et en effet, dans le cas de quelqu'un qui a été Premier ministre de la France, et ça se respecte évidemment, qui a fait le choix de quitter sa famille politique d'origine, qui a fait le choix de soutenir Emmanuel Macron dans le cadre de la présidentielle, il se trouve qu'on a fait le choix de ne pas présenter de candidat face à lui. Alors, admettez que ce qui s'est passé avant-hier. Vous enrôlez bien les choses malgré tout, et quoi qu'on en pense de l'ancien Premier ministre, ces 2 jours quand même, on a vu fuser des phrases dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il ne faut jamais humilier les gens. Oui, c'est votre position. Il ne faut jamais avoir de l'excès sur le plan politique. Ça a été fait, là. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'au final, on a Manuel Valls qui n'aura pas de candidat face à lui. Alors, encore une fois, il n'est pas investi parce qu'il n'en remplissait pas les critères et personne n'aurait compris qu'il y ait une exception qui soit faite pour quelqu'un en particulier, parce qu'on ne peut pas faire de cas particulier. En fait, ça ne marche pas comme ça. On va parler de certains cas. Frédéric Dabi et Claire Ruel. Mais vous avez sacrifié. C'est mon point de vue qui méritait la C'est mon point de vue. Je pense qu'il y a eu quand même humiliation. Il y a des phrases qui ont été tout à fait blessantes. Par contre, je trouve qu'En Marche est sorti par le haut de ce qui aurait pu être une sorte d'épine dans le pied du président. Même pour Manuel Valls ce soir. Et lui aussi. À la différence, prenons un épisode d'il y a 5 ans. Alors, toute comparaison, bien sûr, doit être prise avec une certaine prudence, mais ce qui est arrivé à François Bayrou en 2012, qui avait, non pas soutenu, mais il avait affirmé contre son électorat, une majorité d'électeurs Bayrou 2012 a voté pour Nicolas Sarkozy au second tour, mais lui, il a dit qu'il votait pour François Hollande. Résultat, le Parti socialiste, pris dans les accords avec Europe Écologie Les Verts, tenu par Martine Aubry, avait finalement présenté une candidate, je crois, face à François Bayrou. Et c'était le début de quelque chose qui avait empoisonné le quinquennat de François Hollande. De ce point de vue-là, il y a une sortie par le haut. Il y a quand même si son image s'est dégradée, la figure du traître émerge maintenant chez les sympathisants socialistes. Manuel Valls a une image extrêmement structurée, avec des actes lourds, avec une bienveillance très forte au centre et à droite. Il est dommage pour la majorité présidentielle et pour le président Macron, en dépit de leur inimitié, en dépit de tout ce qui a été raconté plus ou moins vrai par les médias, de se priver
d'une personnalité telle que lui. Anne-Claire, on va regarder justement la réaction de Manuel Valls, c'était ce soir tout à l'heure sur Twitter. Et est-ce qu'on peut dire que son opération survie, elle a été réussie finalement, Manuel Valls, malgré ces 2 jours Oui, alors, et en plus, j'ai l'impression d'une certaine façon qu'il n'est pas totalement exclu, la suite nous le dira, il est plutôt dans une zone de transition, c'est-à-dire ni au PES, ni chez En Marche, et que peut-être qu'à terme, il rejoindra une sorte de zone un peu de quarantaine, pour parler de manière un peu triviale, avant de former quelque chose différent. Mais il n'est pas le seul qui n'a personne en face de lui pour la législative. On a aussi NKM, on a aussi Bruno Le Maire, on a aussi Franck Riester, Gilles Boyer. On a des gens de centre droit. C'était encore votre famille politique il y a quelque temps, Aurore Berger. Est-ce que vous les appelez à franchir le pas? Parce que pour le moment, à droite, malgré tout ce qu'on a dit, il n'y a pas d'hémorragie. Les digues ne lâchent pas, ils ne veulent pas se lancer. Pour l'instant, il n'y a pas de saut dans l'inconnu. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est pas que LR, c'est-à-dire qu'au sein des Républicains, comme au sein du Parti Socialiste, comme d'ailleurs maintenant au sein du Front National, en fonction des porte-paroles que vous avez en face de vous, ils tiennent absolument pas le même discours sur le projet qui est le leur. Ils sont pas d'accord sur l'essentiel, ils sont pas d'accord sur la question européenne, ils sont pas d'accord sur la question du travail. Ils sont d'accord pour ne pas venir pour l'instant vers la République en marche. Oui, mais je pense qu'on verra encore dans les jours qui viennent, puisqu'il y a encore quelques jours qui se profilent, il y a encore des investitures qui n'ont pas été délivrées et qui le seront, puisque à quelques très rares exceptions près, vous aurez bien 577 candidats en marche. Donc moi, je les appelle évidemment à nous rejoindre et à participer demain à une majorité, je l'espère, qui sera une majorité présidentielle, une majorité de projet. Si on veut que ce quinquennat soit utile, je l'espère en tout cas, il faudra qu'ils puissent aussi nous rejoindre. Là, c'est très important, Rafik Smati, parce qu'on touche au cœur de ce que veut réellement Emmanuel Macron. Il le présente comme le rassemblement, il ouvre les bras parce qu'il faut dépasser les clivages, et certains affirment qu'il souhaite fracturer au maximum en fait le paysage politique et en particulier la droite avant les législatives. Les 2 tonalités et les 2 visions ne sont pas pareilles. Rassembler ou fracturer selon vous? C'est une question qui est essentielle, la question du clivage gauche-droite. Parce que je vais vous dire ce qu'elle sous-tend. Fracturer la droite, c'est évidemment sa perspective. Il peut y arriver. Moi, j'invite la droite à rester plus que jamais groupée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais Emmanuel Macron réussit tactiquement à faire une OPA sur une partie de la droite, ça veut dire que l'échiquier politique est formé de En Marche et en gros des extrêmes. Et on est dans une démocratie. Et le principe même d'une démocratie, c'est l'alternance. Une opposition solide aussi. C'est l'alternance. Donc ça veut dire qu'on est en train de créer les conditions d'une alternance avec des extrêmes. Moi, je ne veux pas que l'alternative. Je ne veux pas que l'alternative à Emmanuel Macron soit les extrêmes. C'est vraiment très intéressant parce que c'est. Et c'est l'intérêt de la France. Parce que c'est vraiment la question qui se pose. Le Parti socialiste, comme à l'élection présidentielle, a tous les risques d'être pris en étau entre En Marche et la France insoumise. Et là, on aurait une sorte de copier-coller en moins pire, puisque les 6,5 de Benoît Hamon, nous arriverons à un score supérieur pour le Parti socialiste. Ça, c'est le premier étau. Mais les Républicains peuvent être aussi, même s'ils sont plus de sortants, même s'ils ont une situation moins catastrophique, même si les 20% de Fillon, il s'en est fallu de peu, finalement. Il a manqué 700 000 voix pour accéder au second tour. Mais les Républicains peuvent se trouver aussi en étau, entre En Marche. N'oublions pas une des sources du vote d'Emmanuel Macron, c'est les 20% que l'on voyait chaque jour aux presses dans notre rolling, 20% d'électeurs Sarkozy 2012, qui n'allait pas chez François Fillon et qui allait directement chez Emmanuel Macron. Et là, il peut y avoir un risque d'étau entre En Marche et la tentation du Front National, même si le débat complètement raté de Marine Le Pen, je pense maintenant, constitue une sorte de garde-barrière à une fusion, à une contagion, si je puis dire, LR, FN. Mais ce risque d'étau me paraît tout à fait possible. Par rapport au clivage, moi, ça me fait penser à ce que vous dites. Est-ce que j'ai entendu dans le second tour de la présidentielle, qui était pour moi l'argument le plus ahurissant que j'ai entendu, qui était de dire « Votez Macron en 2017, c'est le meilleur moyen que Marine Le Pen soit élue en 2022 ». Quand on y réfléchit, quand même assez paradoxal. Moi, je reste persuadée que si Emmanuel Macron n'avait pas été candidat à cette élection présidentielle, on avait un risque certain, en tout cas fort, que Marine Le Pen soit élue. Moi, ce qui m'interpelle, c'est encore une fois, quel est le projet des Républicains ? Ils n'ont cessé de dire que le projet de François Fillon était le meilleur pour la France, qu'il fallait absolument le conserver. Ils oublient, ou en tout cas les affaires leur font oublier, que François Fillon décroche dans les sondages, enfin vous me contredirez peut-être, pas sur la question des affaires au départ, mais sur la question de son projet, quand les gens commencent à s'y intéresser. Il commence d'ailleurs à revenir sur son projet, sur la question de la santé et de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, alors que la question de la dette était l'enjeu majeur, central du projet de François Fillon, que disent les Républicains ? Demain on rase gratis, si vous votez pour nous, on baissera de 10% l'impôt sur le revenu. Donc à un moment,
Moi, j'aimerais juste comprendre quel est leur projet. Je pense sincèrement, et je le dis d'autant plus que c'était ma famille d'origine et que je le renie absolument pas, qu'ils ne savent pas où ils habitent. Et à un moment, moi, je veux bien qu'on ait plusieurs oppositions. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule opposition qui soit incarnée par l'extrême droite. D'ailleurs, il y a en effet les Insoumis, il y aura, je pense, d'autres forces qui peuvent exister. Mais quelle droite veulent-ils incarner? Quelle idée sur la question européenne, sur la question fiscale, sur la question du travail? Et quel projet on est... Alors ça, c'est une vraie question. Et surtout, quelle nuance vis-à-vis du projet d'Emmanuel Macron. On voit bien que la droite, en ce moment, Rafik Smati, elle veut gommer vraiment des aspérités qui étaient trop rugueuses dans le programme de François Fillon et tendre la main à ces classes populaires que le candidat, semble-t-il, selon ses collègues, a oublié. Est-ce que c'est le cas? C'est un programme plus social, plus droite sociale, plus droite chiracienne. C'est un programme moins cohérent que celui qui était celui de François Fillon, qui était compliqué, d'ailleurs compliqué à exprimer et à exposer à l'opinion publique. Et je regrette que les Républicains soient revenus sur un certain nombre de mesures, notamment les 2 points de TVA, qui est une mesure qui est difficile à expliquer à l'opinion publique, parce que c'est une mesure impopulaire, mais qui est profondément et terriblement efficace pour la compétitivité de nos entreprises, et donc, in fine, pour l'emploi. Augmenter la VAT, c'est un atout compétitif pour nos entreprises? Bah oui, je peux vous le démontrer quand vous voulez. Oui. Mais non, justement, je ne peux pas vous le faire en chantant en signe, c'est tout le problème. On ne va pas faire tout le programme là. Restons sur les grandes simplement lignes. sur le clivage gauche-droite. Il y a une clarification qui est en train de s'opérer que je trouve en réalité extrêmement intéressante. C'est que vous avez, en mettant de côté les extrêmes, vous avez aujourd'hui 2 lignes libérales qui sont favorables à l'économie de marché, qui sont en train de se structurer. D'un côté, une ligne libérale, libertaire ou libérale progressiste, qui est incarnée par Emmanuel Macron, qui veut porter le libéralisme dans l'économie, mais également dans tous les secteurs de la société. Un libéralisme qui est, de mon point de vue, dans une fuite en avant permanente et donc dans une certaine forme de déracinement. Et à côté de ça, vous avez un autre libéralisme qui est en train de se structurer, qui est un libéralisme plus conservateur, qui évidemment s'inscrit dans l'économie de marché, mais qui n'est pas dans cette logique de fuite en avant, qui pense qu'il faut mettre un certain nombre de limites. Attendez, les 2 nuances de libéralisme. J'aimerais comprendre le côté fuite en avant, en fait. Fuite en avant, c'est pour tous. Un moment, les 2 libéralismes. Non, mais c'est drôle qu'on parle de libéralisme comme structure dans les pays français, quand on sait que ce mot a toujours été repoussé. Non, mais je pense et c'est 4%. C'est Madelin en 2002. Quoi. Non, mais l'économie sociale de marché, c'est ce qui s'est imposé dans nos démocraties. Et je pense que s'il y a un point sur lequel on peut être d'accord, c'est celui qui consiste à dire que c'est celui qui est le plus adapté à la conduite des affaires économiques d'un pays tel que la France. C'est très intéressant cette histoire parce que ça touche la sémantique en fait. Et ce mot libéralisme, effectivement, qui était totalement décrié, finalement, Emmanuel Macron a fait une forme aussi d'OPA sur le sujet, comme il a fait aussi une forme d'OPA sur l'idée de la notion de mouvement. On voit la multiplication des mouvements en création actuellement dans la même lignée. Et d'une certaine... je regarde à partir de mon point de vue de communicante. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est aussi le côté OPA sur la sémantique et qui permet aussi de redéfinir politiquement le paysage actuel. Donc, Alors, attends, excusez-moi, on va rester sur ce paysage et notamment la droite. Je voudrais qu'on regarde, ce sera demain, un entretien au Figaro de Xavier Bertrand, parce que son nom a été évoqué dans la liste des premiers ministrables et c'est non pour Xavier Bertrand. C'était très clair. Il le dit, j'ai répondu non au ralliement. Avec les réels, ça c'est important. Là, je pose la question à la communicante, parce qu'il y a eu de gros signes qui ont été, des gros signaux vraiment qui ont été donnés par l'équipe d'En Marche dans ces candidatures, où il n'y a pas eu de candidat de la République En Marche face à NKM, face à Bruno Le Maire, face à Thierry Solaire, face à Gilles Boyer. Enfin, la liste est assez longue. Et vous avez Xavier Bertrand quand même, qui est un responsable de son niveau, qui dit non clairement. Est-ce que selon vous, ça peut freiner quelques négociations, alors qu'on sait qu'elles sont en cours, ces négociations avec les jupéistes? Oui, effectivement, ça peut freiner. Et surtout que Xavier Bertrand avait quand même une cote de popularité qui était, je parle sous votre contrôle, mais qui était assez grandissante. Il est post-régional, il avait une posture qui était quand même assez emblématique. Il aurait été une bonne prise de guerre, comme on parle actuellement en termes politiques et tactiques. Donc effectivement, oui. Je pense que ça aurait été un coup de maître. D'une part, c'est lui qui a battu Marine Le Pen, qui part à 40% au premier tour, et il la bat nettement aux élections régionales. Il a cette image moins libérale qu'une droite sociale,
presque du catholicisme social. Il y a une focalisation de son action dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pardon, Hauts-de-France, sur des questions... On s'y habitue. Oh, c'est pas facile. Sur des questions d'emploi. Et puis, pendant la campagne, il y a eu toutes ces critiques sur Emmanuel Macron, Emmanuel Hollande, le continuateur du quinquennat. Et là, on peut voir, oui, les gestes d'affection de François Hollande, oui, le fait qu'on investisse, que En Marche investisse Gaspard Ganzer, tout ça, ça pouvait créer une petite musique de François Hollande. de l'Élysée tout ça, ça pouvait donner, si je puis dire, des bûches dans le feu de l'image d'un Emmanuel Macron continuateur du quinquennat. Un Premier ministre de droite, de centre-droit, c'est une manière de rééquilibrer les choses et mettre plus que jamais En Marche, et République En Marche, au centre de l'échiquier politique. C'est vrai que le refus de Xavier Bertrand, c'est pas un coup dur. C'est quand même la première post-élection présidentielle pendant laquelle nous n'avons aujourd'hui aucune idée de ce que sera le Premier ministre. En 2012, en 2007, en 2002, c'était su quasiment quelques semaines ou dans les jours qui ont suivi ou précédé le second tour. Là, il y a une vraie incertitude. En tout cas, c'est une occasion ratée pour Emmanuel Macron. Donc Xavier Bertrand réaffirme qu'il appartient à la famille de la droite. Plus largement, Aurore Berger, il y a un certain temps déjà que vous avez rejoint Emmanuel Macron. Parfois, en voyant sur les réseaux sociaux, je vois qu'on vous fait toujours la même critique, d'un certain toujours les mêmes, d'un certain nomadisme entre différents candidats. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et est-ce que vous comprenez que d'autres tiennent à rester dans leur famille politique finalement? Je réponds que ceux-là même qui me critiquent finalement font plus parfois de contorsions sur eux-mêmes parce que eux, ils continuent à suivre des gens qui ont beaucoup changé. L'UMP de 2002, qui est fondée par Alain Juppé, l'UMP de 2004, qui est présidée par Nicolas Sarkozy, ce ne sont pas les Républicains de 2017 qui finissent au Trocadéro avec Sens commun. C'est pas vrai. On peut raconter l'histoire comme on le veut. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui en ont la présidence, la direction. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes projets. Donc soit on se dit, on est dans un camp à vie et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on est le petit doigt sur la couture du pantalon et on doit le suivre. Soit on a des convictions et des engagements et parfois ça peut nous pousser à soutenir des gens qui sont différents. Moi j'ai fait ce second choix. Je peux vous poser une question? Vous avez soutenu Alain Juppé pour la primaire. Alain Juppé qui, dans son programme, proposait une hausse de la TVA. On en parlait il y a un instant. Pas la même que celle de François. Ça vous a pas embêté? Mais non, ça ne m'a pas embêté. Moi j'ai toujours assumé de dire que je soutenais Alain Juppé et que si Alain Juppé avait été candidat... Il y a un quart d'heure, vous me dites que c'est... indigne d'augmenter la TVA. J'ai pas du tout utilisé, ce mot. Je n'ai absolument pas dit le mot indigne. J'étais juste étonnée que vous utilisiez l'argument de la TVA sur la question de la compétitivité des entreprises. C'est tout. Comme l'a fait Alain Juppé, que vous ne l'avez pas expliqué. Vous avez dit que vous n'aviez pas le temps de l'expliquer. Donc c'est juste ça. Moi, j'ai assumé de soutenir Alain Juppé. Je l'ai informé en amont que j'allais soutenir Emmanuel Macron. Je pense qu'il a compris ce choix. Je pense que vous avez vu dans les derniers jours également qu'il avait en plus une attitude qui me semblait extrêmement bienveillante à l'égard d'Emmanuel Macron. Vous êtes en train de dire qu'Alain Juppé a soutenu Emmanuel Macron? Je ne dis absolument pas ça. Je ne vais pas dire ce que vous dire pour essayer d'isoler une petite séquence. Peut-être est-ce que vous êtes en train de dire qu'Édouard Philippe, maire du Havre, et je vais plus dur être En Marche, parce que ça va commencer à fatiguer tout le monde, mais est-ce que vous pensez que c'est un ralliement qui est solide et qui est peut-être en train d'être négocié réellement? Si c'est négocié, c'est entre Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui le président élu, et entre Édouard Philippe. C'est certainement pas à moi. Moi, je suis pas commentateur. Enfin, c'est pas à moi de le commenter. C'est plus que là, ça sera un acte politique fort pour la suite. Ce sera un acte politique fort. Édouard Philippe, moi, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est quelqu'un de grande qualité, à la fois en tant que maire du Havre, en tant que parlementaire. Puisque vous le connaissez très bien, est-ce qu'il serait capable de sauter le pas? On voit bien que Xavier Bertrand, pour lui, c'est un non ferme et définitif. Il n'aurait pas. Il me semble que lui, comme un certain nombre d'autres personnes qui sont en effet des juppéistes, comme on peut les qualifier, ont clairement dit qu'eux refusaient dans une logique qui était une logique de clivage violent, qui était une logique de cohabitation, et qu'au contraire, ils voulaient que ce quinquennat soit utile. Le quinquennat ne sera pas utile si dès le début on veut être absolument dans une logique de cohabitation et donc d'obstruction systématique à tout ce qu'entreprendra le nouveau président de la République. Alors face à cela, regardez ce que répond François Baroin, lui qui mène cette campagne, cette bataille des législatives pour le camp Les Républicains. Ceux qui feront ce choix, s'il y en a parmi nous, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que cela, feront le choix d'être en marche contre nos candidats, contre notre projet, et donc feront leur choix d'une mauvaise analyse politique, de considérer que la France, telle qu'elle se présente, c'est celle du second tour, et que la France se résume à Macron ou le Front National. Il ne faut pas confondre une logique d'alliance politique, de recomposition politique. Cette recomposition interviendra inévitablement, mais ce sont les Français qui le feront. Le reste ne seront pas des prises de guerre, ce sera plutôt des prises d'otages.
Frédéric Dabi a raison de manier, j'allais dire, presque le bâton. Je n'ai pas à dire s'il a raison ou tort. Je pense qu'il est complètement dans son rôle de chef assez récent des Républicains. Voilà, il est dans l'idée de sauver des meubles, dans l'idée d'espérer une cohabitation. Alors, sachant que 81, 88, 2002, 2007, 2012 ont, de manière plus ou moins forte, confirmer le résultat d'une élection présidentielle. Là, il y a quand même plus d'incertitudes. Il y a 4 blocs de premier tour entre 20 et 24%. Il y a ce président si jeune qui part d'un groupe de députés relativement restreint. Ça peut donner des espoirs à la droite. Mon sentiment, c'est que ça a été dit sur le projet, c'est dit sur la coupure de la primaire, les jupéistes, les fillonistes, etc. La droite a l'air d'être moins en 1000 morceaux que le Parti socialiste, mais ça reste quand même droite année zéro après le traumatisme, ce que j'avais appelé le 42 avril, c'est-à-dire le double 21 avril que le PS et les Républicains ont connu. Une victoire n'est pas impossible, l'offre électorale n'est pas encore vraiment connue, tout est possible, mais la situation est très compliquée pour les Républicains, même si François Bayrou est complètement dans son rôle de garder son groupe autour de lui. Tout est possible, mais qu'est-ce qui est souhaitable, Rafik Smati? Est-ce que, par exemple, vous, qui avez souvent défendu ici même, sur ce plateau, le projet porté par la droite, ça c'était pendant la primaire et même l'élection présidentielle, est-ce que vous seriez pour une cohabitation? Est-ce que, selon vous, la droite aux manettes, j'allais dire, et avec le président Macron, ce serait... bienvenue selon vous? Je suis très attaché aux institutions de la Ve République et la cohabitation est un schéma qui est prévu dans le cadre de la Ve République. Ce serait du coworking avec Emmanuel Macron. Mais ce que j'observe, c'est que si on fait le déroulé de ces 30 dernières années, vous observerez quelque chose de très intéressant, c'est que les périodes de plus grandes réformes, elles ont eu lieu entre 86 et 88 pour la droite, entre 93 et 95 pour la droite, et entre 97 et 2002 pour la gauche. Pourquoi? Parce que là, il y a une logique de vrai rapport de force, de vrai pouvoir contre pouvoir, la nécessité impérieuse de devoir faire et de vouloir prouver des choses. En tous les cas, ça a été avéré de façon très nette. Et là, une cohabitation ne serait pas vraiment une cohabitation, parce que, en plus de ça, une cohabitation dans les 3 précédents cas, elle s'est faite sur la base d'un désaveu du président de la République. Là, le président de la République vient d'être élu. Donc, une cohabitation ne serait pas un désaveu, ça serait plus une coexistence. Ça serait plus la volonté des Français de vouloir nommer un homme, et après tout, une élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, et ensuite nommer une plateforme politique, programmatique, qui n'est pas forcément celle du président, mais qui obligera tout le monde, le président comme le gouvernement, à faire du bon boulot, parce que les uns et les autres devront rendre compte aux électeurs dans 5 ans. Donc vous y voyez des points positifs. Je fais l'éloge de la cohabitation, très clairement. Alors, je comprends qu'il y a un risque, malgré quand même une logique politique qui est la nôtre, et qui voudrait mais ça c'est qu'on donne quand même la majorité au président qui a été élu et à son équipe pour appliquer son projet. Mais est-ce que ce risque, vous en tenez compte? Évidemment, le risque, on en tient compte, mais après, c'est ce que disait Emmanuel Macron, moi je crois à la cohérence des Français. Je pense que les Français ont eu l'audace d'élire un homme de 39 ans qu'ils connaissaient depuis 3 ans et qui a fait campagne pendant 1 an, qui en 1 an a réussi à créer la première force politique de notre pays. Et je pense que cette audace-là, ils ont envie de la confirmer en lui donnant la capacité à demain mettre en œuvre le projet qui lui a permis non seulement de gagner l'élection présidentielle, mais d'être en tête du premier tour de cette élection présidentielle. Donc je pense que cette cohérence, elle existera. Je pense que le besoin de renouveau et de renouvellement qui s'est exprimé, qui a fait qu'aux primaires, ils ont balayé des gens qu'on connaissait depuis si longtemps, et j'assume d'avoir soutenu évidemment Alain Juppé, mais va se démontrer aussi pour les élections législatives. Et le fait que nous, on investisse aux élections législatives 92% de nouveaux candidats, je pense que ça va clairement participer à cette dynamique. Il y a la cohérence et il y a aussi, Frédéric Dabi, ça c'est avec vos enquêtes et vos sondages que vous le voyez, il y a une part de frustration, d'ailleurs comme après toute élection, et notamment présidentielle qui est la mère de nos élections, il y a des frustrations de la part des différents électeurs citoyens qui ont voté pour d'autres candidats, mais peut-être que cette fois-ci ça a été encore plus fort, tellement ça a été fragmenté. Est-ce que ce sentiment-là, il peut se porter sur les législatives et on partirait vers d'autres scénarios que ceux évoqués? Alors, je ne le pense pas. D'un côté, la frustration a été très très forte. On a même vu chez Jean-Luc Mélenchon qui n'a été que frustration depuis, on va dire, depuis le 23 avril au soir, et on le voit encore avec ce choix très courageux de partir à Marseille dans une circonscription facile. Là c'est un coup de griffe. Non, mais c'est un sentiment citoyen, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que la frustration, on le voit sur les 4 millions du bulletin blanc et nul, ça ne s'était jamais vu, c'était 2 200 000 en 2012. C'est ces 4 France qui se sont fait face au soir du premier tour, mais voilà, au-delà de l'abstention forte au deuxième tour,
au-delà des bulletins blancs, il y a un président élu, très largement élu. Je pense que ce qui va aussi plus imprimer le climat et le contexte de cette élection législative, c'est les premiers pas du nouveau gouvernement. Le choix du Premier ministre, on en parlait. Le casting gouvernemental, est-ce que c'est un gouvernement qui va être à l'image de ses candidats investis? C'est les premières décisions, puisqu'il y aura des décisions prises. Je pense, et comment sera réglé l'accro avec François Bayrou? On va suivre comment ça. Comment va se renouer cet accro? Quid des premières ordonnances sur, sur une nouvelle loi travail? C'est des choses qui peuvent être très très inflammables, et une élection législative, elle se fait dans le contexte de poussée post-présidentielle, mais elle se fait dans un contexte politique. La TVA sociale, je reviens sur la TVA, en 2007, c'est 40 députés perdus par la droite au profit de la gauche. Donc voilà, c'est des choses que par définition, on ne connaît pas ici et maintenant ce soir. Anne-Claire Ruel, la communicante que vous êtes, va nous rappeler tous ces premiers pas là des deux quinquennats, puisque c'est la politique contemporaine, et l'importance vraiment qu'ils ont eu pour la suite. Donc là, quand on insiste sur ces premiers pas, c'est que vraiment ils sont déterminants. Oui, ils sont complètement déterminants. Je rejoins complètement Frédéric, c'est-à-dire que là, les premières mesures et les premiers effets de communication, mais pas que, évidemment, puisque c'est extrêmement politique, vont être complètement déterminant pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'état de grâce, en fait. Ça va être, c'est immédiat, un peu à l'image de notre société. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un monde qui s'effondre, j'ai souvent dit ici, et quelque chose qui renaît. On ne sait pas encore comment. Est-ce que ça sera plus horizontal ou vertical? Parce qu'il y a aussi de ça chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'horizontalité, mais finalement, on s'aperçoit que la communication est assez verticale dès qu'il doit prendre la parole d'un point de vue public. Donc, comment tout ceci va s'organiser dans un contexte à venir on va en parler dans quelques instants. L'occasion d'abord de vous remercier pour ce débat et cette analyse. Merci beaucoup à vous tous. Alors la suite de votre émission, justement, c'est quelle est la méthode Macron? Parce que depuis son élection, le nouveau président veut montrer qu'il est ferme. Ferme sur le plan politique et sur le plan social, avec un train de réforme à venir. Mais ce style volontaire et cette méthode peuvent provoquer peut-être quelques crispations. Alors comment Emmanuel Macron, président, va gérer tout cela? Et bien sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Claude Posternak. Il est le fondateur du site l'important.fr, à Olivier Babot, représentant de la Fondation Concorde. À tout de suite, on vous attend. Lors de l'élaboration d'une loi, les parlementaires ne sont pas les seuls au travail. Bon nombre de groupes d'intérêt s'immiscent dans le jeu législatif. Quand vous vous apercevez que des groupes qui sont apparemment contradictoires politiquement déposent à droite et à gauche exactement le même amendement dans les mêmes termes avec le même exposé des motifs, on sait que c'est un lobby qui l'a écrit. Leur but, que la loi tourne à leur avantage. On dit d'eux qu'ils sont omniprésents, puissants, mais qui sont-ils? Comment travaillent-ils? État des lieux du lobbying au Parlement au moment où pour la première fois, une loi parle d'encadrement. Les lobbies font-ils la loi? Demain à 17h30 sur Public Sénat. Nous refusons ce qui se passe aujourd'hui. Nous refusons toute baisse de grille de salaire. Ne jouons pas la politique du pire. Reprenons tout de suite le chemin de la discussion. Avec plus de recul, on se dit, ça a été la brèche, ça a été l'ouverture pour aller vers la privatisation. Le fait d'être un groupe, ça pouvait être plutôt quelque chose de positif. Le 15 septembre 2008, on est rentré dans la crise. Je crois que Jean-Cyril Spinetta et son équipe n'ont pas cru dans les low cost, n'ont pas vu le danger. On se bat pour l'emploi français qui ne doit pas partir au Portugal ou ailleurs en Europe. Air France, Splendeur et Turbulence, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer plus précisément à présent bien ce sujet autour de la méthode Macron. Quelle est-elle? Aussi bien pour renouveler la politique d'ailleurs que pour transformer la France avec un train de réforme à venir. Comment vaincre les résistances? On va en parler avec nos invités ce soir. Claude Posternak. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment le fondateur du site l'important.fr. Avec nous Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Représentant de la Fondation Concorde. Messieurs d'abord, sur ces premières décisions, Claude Posternak, comme le choix des candidats en vue des législatives, je le disais à l'instant avec nos autres invités, elles sont importantes, ces décisions, parce qu'elles impriment déjà le style Emmanuel Macron, la présidence Macron. Tout à fait. Le choix, c'est un choix de cohérence. Ça fait un long moment qu'Emmanuel Macron avait annoncé que ses candidats aux législatives sous la bannière En Marche seraient à 50% de la société civile. Ils arrivent à 52%, donc c'est
le chiffre de l'engagement, bien sûr que ça change la donne. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, on va avoir un niveau d'oxygénation dans le pays que nous n'avons jamais connu. Avec un niveau d'efficacité aussi, c'est ce qu'on espère aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question? C'est pas leur faire offense. Non, mais c'est une question tout à fait légitime. Mais si vous regardez un petit peu la démarche et si vous regardez un petit peu les gens de la société civile qui sont choisis, ce sont des gens qui sont quand même déjà intégrés dans une sphère non pas politique, mais associative, publique, où ils ont l'habitude très souvent d'aller rencontrer un président de conseil départemental, d'aller négocier avec une ministre. Ce sont des gens qui sont formés. Et c'est beaucoup de personnes qui, pour la première fois, viennent à la politique parce que, justement, en tant que représentants de la société civile, ils sentaient qu'on arrivait au bout d'un système et que, face à eux, ils avaient des représentants qui n'arrivaient pas à les comprendre. Donc il y a beaucoup de gens, moi j'en connais certains personnellement, qui ont dit « moi je bascule parce que ça suffit et il faut aller plus loin ». Donc le premier engagement d'Emmanuel Macron est tenu. Il avait dit 50% de la société civile, on a 50%. C'est un effet d'oxygène incroyable dans la société française. Il faut le saluer. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que demain, ces représentants permettent à Emmanuel Macron d'avoir une majorité. Oui, et à la France d'avancer aussi, et aux Français de se sentir représentés par ces gens, Olivier Babot, ces personnalités, ces chefs d'entreprise, ces chômeurs, ces étudiants, ces retraités qu'on appelle la société civile. C'est un mot valise. Qu'est-ce qu'on met dans la société civile? On a l'impression que c'est un mot magique qui va oxygéner toute la vie politique française. C'est le cas? On dit souvent que société civile, ça ne veut rien dire, et c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Si on veut vraiment comprendre le sens qu'on donne couramment à cette idée, c'est prendre des gens qui n'étaient pas d'abord en politique. En fait, le seul fait de parler de société civile, ça prouve bien, c'est pour dire un des symptômes du problème. C'est qu'il y avait des gens qui étaient tellement dans la vie politique au bout d'un moment, pour dire des professionnels de la politique qui étaient rentrés dans une carrière, qu'on pouvait, comme la carrière militaire, qu'on pouvait les identifier comme étant différents de la société civile. Et je pense que peut-être que le vrai objectif qu'on pourrait avoir, si on pense vraiment qu'on va pouvoir maintenant vraiment changer la politique, ce serait qu'il n'y ait plus cette différence, qu'on ne puisse plus parler de société civile, que ça n'ait plus de sens, parce que tout le monde sera dans la société civile. Le vrai juge de paix à terme, ça sera la limitation du mandat dans le temps. Éviter les carrières politiques. Alors, il y a un engagement d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, cet engagement qui est simple, qui est de dire on limite à 3 mandats pour protéger justement, pour éviter ce parallélisme entre le mot, ça frappé sur la exactement, barre, entre le mot politique et le mot carrière. Toute la démarche d'Emmanuel Macron, c'est de dire en gros, je suis dans la vraie vie, j'ai envie de servir mon pays, je peux servir, j'ai 3 mandats et je retourne dans la vraie vie. Ce qui a été la limite, vous avez tout à fait raison, de Manuel Valls, qui ne pouvait pas rentrer sous la bannière En Marche, puisque dans les statuts, il était marqué que les gens qui seraient candidats devaient avoir respecté ce qui allait être voté, donc c'est-à-dire ne devaient pas avoir plus de 3 mandats. Là, vous parlez, j'allais dire, je ne sais pas si c'est un système pyramidal. On verra si c'est vertical ou vraiment horizontal comme il le souhaite. Mais là, vous parlez de la base, de ces candidats. Mais plus haut, le juge de paix, c'est aussi Emmanuel Macron. Quel est son style? On parle d'une méthode quand même où c'est très concentré entre ses mains, très centralisé. Ce sera ce style-là qui va mettre en place? Alors, ce qu'il faut comprendre sur la désignation aux législatives, il y a une dialectique qui s'entretient. D'un côté, Emmanuel Macron prend un engagement sur 2 choses. Alors, je ne parle pas de la moralisation de la vie politique, bien sûr, les candidats devront avoir un casier vierge, etc. Ça, c'est un engagement majeur, mais le vrai sujet, c'était de dire je vais donner des circonscriptions à 50% de la société civile. Après, il y aura une répartition entre la gauche, la droite, le centre et des écologistes. Et parmi ces 100% de candidats, je veux une mixité, une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, ce qui est tout à fait nouveau. Très bien, ça, c'est respecté. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous êtes obligé de prendre une décision centralisée, justement pour respecter ces équilibres. Donc, vous êtes dans une logique où ces dialectiques s'adressent à l'ensemble des Français, ça a été Internet, et de l'autre côté, vous avez un choix qui est un choix obligatoirement centralisé, pour une raison simple, pour respecter les engagements. Mais ça, c'est un point central, Olivier Babot, parce qu'on nous vend, j'allais dire entre guillemets, et c'est vrai, il y a une véritable respiration, renouvellement, mais la décision sera toujours aussi centralisée avec, on peut le dire, c'est une monarchie, presque une monarchie républicaine qu'on décrit souvent, qu'entend d'ailleurs incarner Emmanuel Macron, qui veut ce pouvoir très jupitérien.
C'est vrai que la monarchie républicaine, c'est peut-être le principe de notre Constitution. Exactement. Et on sait historiquement pour quelles raisons. C'est vrai que c'est pas très nouveau. C'est vrai que c'est en fait un petit peu décevant pour l'instant. Peut-être que le fait d'avoir appelé la société civile dans un premier temps, c'est tout simplement lié au fait qu'ils avaient personne. Donc ils ont été un peu vertueux par nécessité, par obligation, parce qu'il fallait bien appeler des gens qui n'étaient pas politiques, puisque au départ, ils connaissaient pas, on pourrait dire, leur degré d'attractivité, qui finalement est très très fort. Mais la réalité est que finalement, c'est assez à l'ancienne. Vous envoyez un CV, au moment d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'un CV, une lettre de motivation, au moment où dans les entreprises, vous savez que les DRH, on est en train d'expliquer que le CV et la lettre de motivation, il faut arrêter. C'est fini, oui. C'est l'horreur absolue. Bon. Donc, en termes d'innovation, je veux dire, c'est pas les civic tech. Vous voyez, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la technologie. Je trouve que ce qu'a fait un Jean-Christophe Fromentin, par exemple, avec son mouvement 577 pour la France. À Neuilly ? Alors il est député maire de Neuilly pour l'instant, et il a fait un mouvement où en fait il fait monter du territoire avec des gens qui, pour être investis, c'est pas du tout investi par le centre, seront investis quand ils auront un certain nombre de gens de leur circonscription qui vont les soutenir et un certain nombre de donations sur Internet. Donc là, on a vraiment un mouvement vers le bas. Alors que dans l'autre cas, évidemment, on est coincé, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'impose une obligation de parité parfaite, de représentativité, eh bien évidemment, on s'oblige à faire un casting. Le casting, il doit être centralisé. C'est peut-être la limite de l'exercice. On aurait pu imaginer quelque chose de complètement émergent des territoires. On vous pose directement la question, Claude Possin, un renouvellement un peu déguisé au-delà de la Macromania, parce que certains nagent vraiment dans ce phénomène-là en ce moment. Si on devait parler concrètement, je crois que vous deviez rejoindre, vous avez failli rejoindre le mouvement faisant partie de la société civile. Alors écoutez, nous on a un mouvement qui s'appelle La Transition, et La Transition a été un des premiers à faire le constat, qui a été repris en partie par Emmanuel Macron, et en particulier de faire entrer la société civile dans le politique. Ce mouvement La Transition, à l'unanimité de sa direction, a décidé que Emmanuel Macron correspondait aux attentes que posait un mouvement de société civile. Et d'ailleurs, il y a des éléments de la transition qui vont concourir comme députés dans des circonscriptions. Donc c'est un cheminement formidable. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la société française, et que personne n'a voulu aller voir la réalité de la société française. Je le dis, je le redis, à longueur de temps, il suffisait de regarder les études Cevipof, qui sont les études faites par Sciences Po, qui chaque année font une photographie de la confiance des Français. Et je vous repose la question, est-ce que ce sont, parce que ces candidats, j'allais dire, sont des Français comme les autres, qui sont mieux capables de travailler pour les Français, au nom des Français qui leur ressemblent? Est-ce que c'est votre conviction? Moi, c'est ma conviction, et je vais vous faire une photographie extrêmement simple. On va apprendre le nouveau gouvernement lundi, puisque le président de la République arrive dimanche. En tous les cas, on saura le nom du Premier ministre lundi. Lorsqu'on va découvrir le gouvernement, et là-dessus, il a été extrêmement clair, il va, je pense, tenir les engagements qu'il a tenus sur législative, il va le tenir sur le gouvernement. Donc la société civile va être à moitié dans ce gouvernement. Si vous prenez la photographie aujourd'hui du dernier gouvernement qui s'en va, combien de personnes dans son gouvernement ont travaillé dans le privé? Combien? Je vais vous le dire, le chiffre il est très rapide. 1. C'est M. Cazeneuve. Et d'ailleurs, M. Cazeneuve, il a une particularité, il a envie d'arrêter la politique et retourner dans le privé. Bon, c'est plus possible, c'est-à-dire que vous devez avoir un minimum dans le phénomène de représentation, on prend le terme de représentation, un effet miroir. Il faut que les gens puissent se dire, les gens qui me représentent peuvent comprendre. Lorsque vous mettez, attendez, aujourd'hui on a 6 500 000 personnes à Pôle emploi. Vous nommez le maire de Dijon comme Premier ministre de l'Emploi. Ce maire de Dijon, il voulait être ministre de l'Intérieur. Pour le consoler, on le met ministre du Travail, alors que c'est le principal sujet. Et ce que dit le ministre du Travail, lorsqu'il est nommé ministre du Travail, il dit « Je suis très content d'être ministre du Travail, j'ai toujours aimé les ouvriers. » Mais attendez, vous êtes chômeur, vous entendez ça? Il faut qu'on revienne un peu dans le passé. C'est surréaliste. Soyons quand même justes, ce n'est pas la première fois que des personnalités de la société civile intègrent un gouvernement. On l'a déjà vu notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et pour beaucoup, ça a été, on peut le dire, plutôt une météorite, une étoile filante, voire un échec. C'est une vraie question, parce qu'il y a toujours une contradiction entre, effectivement, c'est très séduisant de se dire on va mettre Luc Ferry à l'éducation nationale, on va mettre un grand chef d'entreprise à l'économie, et parfois ça fait des bonnes choses, et parfois ça ne marche pas du tout. Parce qu'il y a un moment donné où on se demande s'il n'y a pas justement une compétence très particulière à avoir. Et c'est un peu, moi, c'est une question que je me pose, qu'on se pose, on pourrait dire en sciences politiques depuis très longtemps. Est-ce que celui qui représente la nation, il doit être effectivement comme la nation au sens issu et leur ressemblant, ou est-ce qu'il doit avoir aussi une compétence? Déjà, Platon en parlait déjà. Voilà, la question de la compétence des gens. Est-ce que on pourrait pas faire plus ancien qu'Emmanuel Macron, on l'a bien compris. C'est nettement, oui. C'est les questions en fait éternelles de la démocratie. À partir du moment où vous avez des gens qui vous représentent, est-ce que c'est des gens qui doivent être foncièrement différents
différents. Est-ce qu'il doit avoir une compétence particulière? Est-ce que gérer une collectivité, c'est une compétence? Après tout, gérer une entreprise, c'est une compétence. On dit que tout le monde peut y arriver, mais il faut l'apprendre. De la même façon, gérer une collectivité, c'est une compétence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des gens qui ne sont pas issus de la société civile, comme on dit. Puis, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais probablement, derrière, il y a une problématique de formation, d'apprentissage qui est importante. Donc, pour dire une bonne qualité pour quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui a envie, qui est représentatif et qui, derrière, a aussi cette capacité à apprendre. Oui. Être député, c'est quand même pas simple. Vous êtes amené à faire des lois fiscales, avec des lois souvent très complexes. Vous êtes aidé par des administrateurs, mais c'est quand même pas simple. Mais vous savez, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont élues, qui viennent de la fonction publique, pour voter des lois, en particulier sur les entreprises. Sur le privé, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça a donné. Donc, et vous avez raison de faire référence, parce que c'est un vrai questionnement, de se dire, la société civile, on a donné, puis le résultat n'est pas forcément bon. Mais pourquoi il n'était pas bon? Justement, les couacs, c'était quoi? Parce que justement, ils ne jouaient pas le jeu de la politique traditionnelle. Et le jeu de la politique traditionnelle, je recule, je recule, je recule, je recule. Ce qui fait que depuis 30 ans dans ce pays, nous sommes enfermés dans un conservatisme incroyable où rien ne bouge. Donc, le choix d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est de trouver des gens qui vont avancer. Et à partir du moment où vous êtes dans la limitation des mandats dans le temps, vous n'êtes plus dans une gestion de carrière. Lorsque vous avez un ministre qui est quand même un élu depuis 40 ans, et vous en avez, vous savez très bien qu'il ne va pas bouger le petit doigt. Ce qu'il a envie, c'est de retrouver ses 5 ans à la sortie de son mandat. Donc on rentre dans un paramètre qui est complètement différent, une géographie qui est complètement différente. Rappelez-vous, on disait, attendez, pour être président de la République, il faut avoir une sacrée expérience, il faut avoir 30 ans de métier derrière. Pour être président de la République, il faut avoir un parti politique. Pour être président de la République, il faut être soit aux Républicains, soit au Parti Socialiste. Tout ça a été balayé. Et ce qui va être balayé là également, c'est une autre façon de représenter la politique. Oui, sauf qu'il y a toujours quand même, avant que ce soit balayé, les mêmes données, notamment pour transformer Olivier Babot politiquement et surtout socialement un pays, et surtout le nôtre, après quand même des épisodes éruptifs. C'est pas si facile et la volonté ne suffit pas. On va par exemple écouter le leader de la CFDT. On ne peut pas dire que ce soit le plus dur des syndicalistes, au contraire, réformiste, mais voilà ce qu'il dit déjà. La méthode des ordonnances, c'est une méthode législative. Finalement, ça regarde la relation du pouvoir avec le Parlement. Quand je dis pas de précipitation, j'entends surtout le fait que sur des sujets aussi lourds que le dialogue social dans l'entreprise, dans les branches, sur la refonte du code du travail, sur un certain nombre de sujets, ça demande du temps. Et du temps, c'est pas de la perte, d'efficacité. Du temps, ça veut dire que peut-être que pour le mois d'août, ça me paraît un peu précipité, pour pas dire carrément précipité. Alors c'est ce qu'on appelle le mur des réalités ou les réalités en tous les cas. Oui, mais je crois que le vrai juge de paix en fait de la méthode Macron, des Macronomics, ça va être bientôt. C'est pas encore le cas. Ça va être le gouvernement d'abord et puis après ça va être la réalité. La France est un pays très étatisé. Le poids de l'État est très très fort. L'État est très compliqué, pas complexe mais compliqué. La complexité est naturelle, la complication elle est artificielle. Il est compliqué. Et pour arriver à le comprendre, c'est vrai, il vaut mieux avoir des hauts fonctionnaires, parfois d'ailleurs, comme notre président aujourd'hui, qui connaissent parfaitement cette machine et ses rouages, et qui ne s'en laisseront pas compter par la haute administration, d'abord parce que grâce au système des dépouilles, ils l'auront choisi, parce qu'ils le connaîtront. Le problème de quelqu'un de la société civile, aussi bon soit-il, ou même quelqu'un de l'entreprise, c'est qu'il peut supposer, pourrait dire, naturel ou facile, des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Il va falloir négocier. Quand j'enseignais à Sciences Po, j'apprenais ce qu'on apprend à tous les étudiants de Sciences Po, et ce que notre président connaît parfaitement, c'est le système du balancement circonspect. Vous savez, c'est le fameux plan en deux parties. On fait tout en deux parties. On apprend à penser en deux parties. Je crois que notre président était il est très scolaire pour ça. Peut-être scolaire au bon sens du terme. Donc, on essaye de voir dans toutes les choses un côté et puis l'autre. Il y a toujours deux facettes. Et c'est ce fameux en même temps dont tout le monde s'est gossé. Et il y a ce côté, c'est la méthode intellectuelle en réalité du truc. Alors intellectuellement, ça marche merveilleusement. Dans une copie d'examen, c'est fantastique, c'est très très beau. Mais à la fin, il va falloir effectivement prendre des décisions. Il va falloir arbitrer. C'est un peu là. Mais déjà, on va les attendre, les macronomiques. Il y a déjà un arbitrage qui est fait. C'est-à-dire que lorsque vous annoncez que la première mesure que vous allez faire, ça va passer par des ordonnances, ça veut dire que vous faites déjà un choix qui est un choix d'avancer. Et la limite, et moi j'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce que dit la CFDT, parce que la CFDT est un syndicat courageux qui essaye de faire véritablement avancer la société française. Le seul problème, c'est que, je reviens, 6 500 000 personnes à Pôle emploi.
Et ces gens-là ont besoin d'une réponse rapide. Et si on commence à repartir sur... Personne n'a de baguette magique, malheureusement. Personne ne leur fait croire cela. Non, mais, rapide, c'est-à-dire. Mais en tous les cas, il faut donner des signes aux entrepreneurs comme quoi la donne va changer. Je rappelle quand même que 87% des emplois créés dans les 20 dernières années en France ont été créés par les TPE, PME, PMI. Il faut leur envoyer des signes forts. Et ce qu'ils attendent, c'est d'abord leur enlever des contraintes, en particulier la contrainte des prud'hommes. C'est-à-dire qu'il faut prévoir aujourd'hui dans le contrat de travail, et ça sera dans l'ordonnance, qu'est-ce qui se passe si au bout de 5 ans, l'employeur et l'employé ne sont plus d'accord? Il faut le prévoir. Et ça existe dans d'autres pays démocratiques, c'est le système belge. Et l'avantage de ce système-là, c'est basculer carrément tous les contrats dans des contrats à durée indéterminée. Ça vous le permet. Je vous rappelle aujourd'hui que 80% des Français sont en contrat à durée indéterminée, mais les contrats signés dans la dernière année, c'est 87% de CDD. Et quand vous êtes en CDD et que vous êtes un jeune et que vous voulez un emprunt, la banque ne vous suit Olivier pas. Babot. Oui, alors on prêche un converti évidemment, mais sur ces réformes économiques évidemment. Sur la rapidité, le meilleur argument, on le connaît tous, hein, c'est que la période de grâce, si tant est qu'elle existe, c'est que la période de légitimité, elle est très très courte. Et que vous avez 3 mois, 4, peut-être 6. Est-ce que cet état de grâce existe encore? On voit que la légitimité, elle est déjà... Ah, non, en tout cas, à partir du moment où vous avez un programme qui a été très très clair, qui est annoncé depuis plusieurs mois, vous avez été élu, vous avez une majorité derrière, excusez-moi, ça ne s'appelle pas une légitimité démocratique, mais il faut le faire très vite, parce que cette légitimité, elle s'effrite à une vitesse effectivement extraordinaire. C'est ça qui, à mon avis, légitime le plus la méthode de rapidité qui est choisie. La méthode aussi vis-à-vis de l'Europe. Donc là, je dépasse un peu nos frontières hexagonales, parce que là encore, il a été très bien accueilli, Emmanuel Macron, avec beaucoup de signes positifs des différents leaders. Mais maintenant, il y a quelques mises en garde, c'est un peu moins consensuel, il y a beaucoup d'attentes, on voit tout ça, vous réagissez juste après. Emmanuel Macron aime l'Europe. Il le dit et l'a redit il y a 2 jours dans un tweet posté à l'occasion de la Journée de l'Europe. Je suis un président de la République française qui veut que l'Europe d'aujourd'hui et de demain puisse se remettre en marche, qu'elle soit digne des promesses d'hier pour porter les promesses de demain. Au programme, une mutualisation des dettes européennes, la création d'un poste de ministre des Finances de la zone Europe, ou encore la création d'euro-obligations. Des propositions qui ne suscitent pourtant pas l'enthousiasme des responsables européens. Ainsi, Jean-Claude Juncker conseille déjà au nouveau président d'y réfléchir à 2 fois avant de se lancer comme un desperado dans la jungle européenne. Grincement de dents également à la Commission autour des propositions de patriotisme économique suggérées par Emmanuel Macron. Demeurent aussi les inquiétudes sur le déficit public français, toujours jugé trop important par les leaders européens. Les Français dépensent trop d'argent et ils dépensent au mauvais endroit. Les Français consacrent entre 53 et 57% de leur PIB à leur budget public. Compte tenu du niveau relativement élevé de la dette, cela ne peut pas fonctionner dans la durée. Un objectif de réduction des dépenses publiques, réaffirmé aussi par la chancelière Angela Merkel. Pour elle, la France doit continuer à faire des efforts. Emmanuel Macron a déjà commencé les prises de contact avec des dirigeants européens. Theresa May, Mariano Rajoy et Angela Merkel. Une prise de contact avant des négociations qui s'annoncent peut-être plus ardues qu'il n'y paraît. Plus ardues qu'il n'y paraît, Olivier Babot, et déjà des mises en garde, des petites mises en garde. Je crois que c'est déjà le wake-up call, le coup de le réveil. Voilà, on sait qu'on a très peu de marge de manœuvre. En Europe, ils ne sont pas stupides, ils connaissent très bien la politique, ils savent que maintenant vont venir le temps des arbitrages. Ils ont vu le programme d'Emmanuel Macron, ils l'ont étudié comme nous tous. On sait très bien qu'il y a des tas de moments qui sont un petit peu flous, y compris surtout sur les économies. On sait qu'on ne sait pas très bien qui va financer, comment et à quelle hauteur va être compensée, par exemple, la taxe d'habitation. Voilà. Il va y avoir des arbitrages. C'est normal, on ne pouvait pas faire un programme extrêmement précis. Ces arbitrages, ils vont quand même avoir une grosse conséquence sur la capacité à respecter effectivement la baisse des dépenses. Et c'est l'Europe qui veut mettre un petit coup de pression dès maintenant, amical, mais on sent très très bien que c'est ferme sur les déficits et sur notre endettement. Ouais. Mais les Français seront attentifs à cela, parce que toute la campagne d'Emmanuel Macron a été, et c'est sa conviction profonde vraiment, pro-européenne, oui, mais pas l'Europe qui nous impose des choses, pas cette petite musique-là, il ne faut pas qu'elle revienne. Oui. Non, mais bien sûr, l'Europe telle que la voit Emmanuel Macron est insatisfaisante pour l'instant. Simplement, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Ce qui est important, c'est d'abord... Et ça, il faut le saluer pour ça, le courage politique qu'il a eu. Il a commencé sa campagne
en parlant d'Europe, alors que tous les Français disaient attention, mais il est complètement fou, parler de l'Europe, d'abord ça n'intéresse pas les Français, puis deux, ça va pas dans le sens du poil. Il a commencé, il l'a fait, et ça, faut le saluer à ce niveau-là. Ce qui va changer, c'est que on s'est rendu compte, et il faut avoir une volonté que le président Hollande n'avait pas. Le président Hollande disait il faut suivre un cap, il n'a jamais dit si le cap allait à Quimper, à Brest ou à Strasbourg. Au moins, le cap d'Emmanuel Macron est clair. Il dit « Je veux une Europe politique forte », c'est-à-dire une Europe qui soit à la fois, bien sûr, monétaire, économique, sociale et fiscale. Parce que j'ai entendu M. Juncker, et je souris à chaque fois que j'entends M. Juncker qui donne des leçons sur les dépenses publiques. Je rappelle que c'est l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui a signé 566 accords avec des multinationales mondiales pour rapatrier leurs impôts en Europe au Luxembourg, imposés à 1%. Et ces sommes-là qui pèsent aujourd'hui 1000 milliards de dollars chaque année, c'est le double du déficit. Et une fois qu'on a dénoncé cela, mais ça veut dire, comment on le change? Une fois qu'on l'a dénoncé... Vous savez ce que disent nos internautes et les spectateurs, mais Emmanuel Macron n'aura, selon c'est David qui vous dit, aucune main, aucune influence sur, dit-il, l'oligarchie européenne. Si, alors, ce qui change énormément, c'est que on va leur donner 17 ans plus tard une réponse aux Allemands. Il y a 17 ans, en 2000, les Allemands sont venus voir Lionel Jospin en lui disant « Faisons ensemble, la France et l'Allemagne, faisons une Europe politique, fiscale, etc. etc. » Lionel Jospin ne leur a jamais répondu. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va leur répondre. Et à partir du moment où on reconstitue le tandem franco-allemand, qui pèse extrêmement lourd en PIB au niveau européen, vous changez totalement la donne. Totalement la donne. Olivier Babot, sur ce sujet, il y a beaucoup de bonne volonté. Évidemment, c'est très positif. C'est vrai que c'était peut-être le candidat le plus européen, le plus ouvert, et celui, à mon avis, qui a la bonne idée, enfin, dire que la bonne réponse, c'est qu'avec l'Europe, on est un peu au milieu du gué. On fait une union économique, mais qui n'est pas vraiment une union économique. On ne veut pas se doter d'une gouvernance, pour dire, qui peut parler en notre nom dans le monde, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, avec une plaque Asie-Pacifique et une plaque russe. Donc vraiment, c'est la bonne réponse. La construction ne va pas être facile, parce que, dis donc, ce qu'il a fait en France, quasiment, il va devoir le faire maintenant au niveau européen. Mais il y a un paradoxe quand même, et c'est le paradoxe européen. Quelle est la première puissance économique mondiale? Ce n'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine. Oui, mais on le rappelle, d'accord, mais quel poids politique? Mais justement, c'est le paradoxe, et c'est une impasse historique. Normalement, c'est systématiquement la première puissance économique mondiale qui dicte sa loi au monde. On ne l'a pas fait. Et regardez, pourquoi les Américains s'agitent avec M. Trump? Pourquoi M. Poutine de l'autre côté? Ils n'ont qu'une envie, c'est de casser cette Europe. Parce que cette Europe, c'est encore une première puissance économique mondiale. Simplement, pour qu'elle fonctionne, cette première puissance économique mondiale... on souhaiterait une France forte, Mais Emmanuel Macron va, je pense, l'incarner à la différence de François Hollande. Posternak, Olivier Babot, on va finir avec la revue de presse. On va découvrir les unes de vos quotidiens demain. D'abord, Libération qui se plonge au cœur de la machine Macron, ce qu'on a essayé de faire ce soir avec la méthode Macron, et qui se pose la question d'une forme de start-up électorale. C'était En Marche. Comment ça va se transformer? La République En Marche, est-ce que c'est un parti? Et sur ces méthodes, justement, par Internet, pour recruter ces candidats. Ouest France, député En Marche qui dévoile son casting. Plusieurs visages. Tiens, je vous fais réagir sur celui qui est en haut à droite, Claude Posternak. Oui, je le reconnais. Gaspard Ganser. Oui. Alors pour certains, on va vous dire le renouvellement, il est où? D'abord, Gaspard Ganser était un technicien de la communication. Ce n'était pas un politique, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu. Conseiller en communication. Donc c'est un spécialiste. François Hollande. Il a décidé de changer de vie et de rentrer en politique. Je rappelle quand même... Et la voie lui a été ouverte. Et en tous les cas, on connaît le rapport personnel qu'il peut avoir avec Emmanuel Macron. Ils étaient dans la même promotion. La Croix, pour finir, Olivier Babot, je vous fais réagir. Réparer la France avec tous ces mots, concilier, coopérer, associer, accompagner, rassembler, etc. Toute une liste. C'est un vrai pari, celui du Rassemblement. Quand on parle de France ou de France fracturée, c'est un peu un résumé rapide. Mais il y a un vrai défi du Rassemblement. Oui, je crois que ce sera difficile. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'En Marche... incarne une très très large majorité, enfin une majorité présidentielle future, on verra, mais qui va vraiment très très loin, on pourrait dire vers le centre, loin vers la gauche.
on a un début de réconciliation au milieu, parce qu'évidemment, elle ne sera pas toujours évidemment parfaite. Vous avez toujours. Mais j'adore cette page. De chaque côté. J'adore ces mots. Mais l'idée. Voilà, La Croix, numéro spécial à découvrir demain. Merci, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous, parce qu'à suivre, eh bien, ça sera le grand entretien avec une question, le point commun entre les responsables politiques et les grands singes. Mais oui, c'est dans un livre, et je vais vous en parler dans quelques instants. C'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Jean-Luc Mélenchon accoste à Marseille. Il a rencontré cet après-midi le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin. Le leader de la France Insoumise se présente dans la 4e circonscription face à Patrick Mennucci, un ancien camarade du Parti Socialiste qui dénonce ce parachutage. C'est la 5e fois qu'il change de lieu de vote, et bien il va falloir qu'on discute de tout ça en même temps qu'il nous explique ce qu'il connaît du centre-ville de Marseille, à part le Vieux-Port, un jour de soleil et de meeting. Donc voilà, il a choisi l'affrontement, il va l'avoir. Toujours à Marseille, le sénateur maire FN Stéphane Ravier se lance lui aussi dans la bataille dans une autre circonscription. En cas d'élection, il pourrait quitter le palais du Luxembourg pour rejoindre le palais Bourbon. François Hollande. François Hollande prépare l'après. Pour sa dernière intervention en tant que président de la République, il a visité le chantier des futurs locaux de sa fondation dédiée à l'innovation sociale. Je me suis engagé très tôt, y compris sur le plan électoral. La première fois que je me suis présenté à une élection, j'avais 26 ans. Donc je me suis déterminé pour que ce ne soit pas simplement un moment de mon existence, mais véritablement toute mon existence. Je n'avais pas pensé nécessairement, lorsque je me suis présenté pour la première fois au suffrage, que je deviendrais président de la République. Certains peuvent avoir même une accélération et se présenter au suffrage pour la première fois et devenir président de la République. Ça peut arriver. Justice. 2 journalistes du Canard enchaîné entendus par la justice dans l'affaire Fillon. L'ancien Premier ministre avait déposé plainte contre l'hebdomadaire qui affirmait que le premier contrat de son épouse avait démarré en 1980 dans un ministère. François Fillon s'appuie sur un texte du Code électoral qui réprime la propagation de fausses nouvelles en période de campagne. Justice. Claude Guéant et Emmanuel Mignon, de nouveau mis en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ancien secrétaire général de l'Élysée et l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy sont poursuivis pour détournement de fonds publics par négligence. Entre 2007 et 2012, l'Élysée a déboursé 7,5 millions d'euros en sondages et conseils, commandés sans appel d'offres aux sociétés de Pierre Giacometti et de Patrick Buisson, alors conseillers du président. Mon invité ce soir est paléoanthropologue, il est maître de conférences au Collège de France et il publie chez Odile Jacob un livre remarqué qui s'intitule « Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots ?» Bonsoir et bienvenue Pascal Pic. Bonsoir. Alors on va parler en détail de votre livre bien sûr, mais d'abord, et c'est lié d'ailleurs à vos travaux, quand vous regardez aujourd'hui Pascal Pic les comportements des responsables politiques en ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous décrivez ce paysage politique qui bouge sans cesse? Alors, il y a 2 aspects. Celui du changement de la situation dans laquelle on est, qui a été sanctionné par ce vote tout à fait particulier. Et de l'autre côté, donc, les comportements que l'on peut détecter par-delà les discours, par-delà les programmes, c'est-à-dire ne serait-ce que les attitudes corporelles, les sourires ou les attitudes, ce qu'on appelle l'éthologie, donc l'étude du comportement. Et cette idée de livre est partie d'un petit délire avec Odile Jacob. Elle me raconte un jour, écoute Pascal, j'ai eu une remarque tout à fait curieuse, une question tout à fait étonnante de la part de François Mitterrand, me dit-elle. Il me demande très sérieusement, croyez-vous, chère madame, qu'un jour les grands singes pourrait prendre le pouvoir? Alors ça m'a titillé et il est vrai que dans la tradition de notre culture, surtout française, qui nous vient de la Grèce, la grande démocratie, ça nous vient d'Aristote, Platon, et c'était cité sur votre plateau d'ailleurs, donc c'est le logos, le discours, la capacité d'avancer des idées et des projets. Et curieusement, on a
pas du tout discuté des programmes, comme vous le savez, ou à peine. Pourtant, ils sont publiés, on peut les lire. Et à partir de là, s'il n'y a plus de programme sur lequel on peut argumenter, mais il ne reste que le comportement, donc l'éthos. Et donc la politique, c'est le langage. Autant aller voir les maîtres du genre, qui sont les chimpanzés. Il n'y a que 2 espèces qui font de la politique, c'est les hommes et les chimpanzés. Et je voudrais préciser, Pascal Pic, que vous vous êtes intéressé en fait à des grands sujets de société, l'immigration, rapport de genre, etc. Et pour chaque thème, vous avez pris un singe qui est confronté en fait aux mêmes problématiques dans le but de montrer que finalement l'homme n'est pas la seule espèce à s'intéresser à ces questions. Et c'est là où il y a des ressemblances déroutantes, frappantes. Bien sûr. Alors déroutantes parce qu'on les a trop longtemps ignorées, ça c'est la première chose. Et par exemple sur des questions du rapport du pouvoir entre les genres, entre les hommes et les femmes. Très difficile à trancher lorsqu'on regarde qu'une seule espèce. Par contre, dès qu'on commence à comparer, on peut avoir des éléments qui peuvent émerger et donner un peu de sens ou d'explication à ces différences. Alors, il se trouve que dans la nature, en général, les femelles restent ensemble et les mâles migrent à l'adolescence. Donc on parle, le terme qu'on utilise, on dit que les femelles sont le sexe écologique. Pour quelle raison? Chez les singes, il faut élever les petits, c'est compliqué, il faut de la protection, il faut la compétence des mères, des sœurs, etc. Et les mâles s'en vont à l'adolescence. Il n'y a pas d'inceste. Seule exception, c'est la mauvaise nouvelle du soir peut-être pour les femmes, c'est que seuls les chimpanzés, les hommes et les bonobos, qui sont d'autres chimpanzés, ont inversé le processus, les mâles restent ensemble et les femelles s'en vont à l'adolescence. Alors là, du coup, on a ce qu'on appelle une contrainte phylogénétique, on va dire historique pour faire simple. Donc on comprend bien que les sociétés humaines qui sont assez machistes, c'est pas pour les excuser, mais on part d'un fait de l'évolution qui n'est pas à la faveur des femmes. Mais ce n'est pas bloqué. Je donne 2 exemples d'un clan dominant chez les chimpanzés, le clan F, où les mâles et les femelles sont dominantes. Et là, les femelles, plutôt que de partir, elles restent, mais elles gèrent les questions d'inceste. Et puis l'exemple des bonobos, où là, effectivement, les femelles s'en vont à l'adolescence, mais elles ont mis en place donc, des systèmes pour garder le pouvoir. Et là, c'est pas matriarcal. J'ai bien aimé ce clan, moi. Ah bah ouais, il est bien. Et on parle de gynocratie, parce que dès qu'on parle du pouvoir chez les femmes, on dit matriarcat. Matriarcat, c'est quand les femelles restent ensemble, et puis il y a des structures de famille. Là, pas du tout. Elles sont pas apparentées, et elles sont capables de créer un parti politique, donc gynocratie. Donc c'est un terme qu'il va falloir rapidement apprendre. Et Pascal Pic, comme chez les chimpanzés, comme chez les responsables politiques, parce que le parallèle est réel, il y a la bataille du leadership qui est vraiment exacerbée avec des leaders, des dominants, des plus faibles, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que ça m'a beaucoup frappé, comment s'appelle-t-il, Mac déjà? Mac, ouais. Mac. Alors Mac, il est incroyable, racontez-nous, parce que le pauvre, on a presque envie de le protéger, il est un peu faible, on se moque de lui, mais il est malin, Mac. Il est malin, Mac, parce qu'il y a deux groupes. Allez, la droite et la gauche. Ça va leur faire plaisir. Non, mais il y a 2 groupes qui se partagent le pouvoir, les uns à un moment, les autres à un autre, et voilà. Mais à un moment, il n'y arrive pas. Et Mac ne fait pas partie d'un clan puissant, et il est très malin. Il s'est aperçu que lorsque les humains qui sont là, donc les éthologues, refont le plein avec des jerrycans en métal, refont le plein des jeeps ou des 4x4, donc ça fait des bruits terribles, et les chimpanzés, donc ça les effraie. Et un jour, ils se pointent devant les 2 clans dominants, avec un jerrycan dans chaque main, dans le dos, et puis ils commencent à faire une parade en disant, attendez, moi j'arrive. Et les autres se disent, waf, quoi, qu'est-ce qui lui prend à Mac? Et Mac les charge avec ses monstrueuses castagnettes, et là tout le monde a peur. Alors, évidemment, ils sont pas sots, les autres chimpanzés, ils pourraient se dire, bon ça va, il nous a fait le coup une fois, il va pas nous le faire 2 fois. Mais ceci dit, il avait analysé une situation dans laquelle il n'y avait plus de gouvernance possible entre ces grands groupes, et du coup, ça arrangeait tout le monde. Donc, il a émergé comme un bon leader, et il est même resté assez longtemps. Il a fait plus qu'un quinquennat. Oui. Non, mais c'est quand même assez long chez les chimpanzés. Il pourrait en chimpanzés. inspirer beaucoup, mais justement, prenons l'exemple de Mac. Il reste, il émerge, et il n'y a pas vraiment, on conteste pas tellement son pouvoir. Il y a une forme de consentement par rapport aux privilèges qui sont accordés. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas une volonté de renverser la table, de révolution chez eux également? Parce qu'il y a une paix sociale qui s'installe pendant plusieurs années et tout le monde y a avantage et les femelles y participent. Parce que les femelles, quand les mâles, qui sont quand même très puissants, on ne se rend pas compte de la force d'un chimpanzé quand même, eh bien, elles ont tout intérêt à ce qu'il y ait la paix sociale. Parce qu'elles aussi ont beaucoup de pouvoir. Et là, j'ai créé un personnage, Mama, qui a fait l'objet, c'est incroyable, Mama a fait l'objet d'un deuil en Hollande parce que les mâles dominants passaient, mais sans son pouvoir, ils ne pouvaient pas rester là. Donc les mâles, même s'ils sont forts, ne peuvent pas. C'est pour ça qu'on parle de politique. La force ne suffit pas. Il faut faire des coalitions, négocier avec le pouvoir des femelles, les clans puissants, etc. Et donc, à partir du moment où il y a une paix sociale qui s'installe et que tout le monde y gagne, eh bien, on va laisser Mike tranquillement. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss en parlait. Quand on accepte un leader, on accepte les privilèges qui doivent entourer son leadership quelque part. Alors, et là, ça devient très compliqué parce que quand un mâle ou une femelle arrive au pouvoir,
aidés par les autres d'une manière ou d'une autre, et là j'ai repris tous les personnages du prince de Machiavel, vous avez ceux qui sont élus par le peuple, comme ça vient d'arriver avec M. Macron, et là il y a une légitimité qui lui permet donc d'assurer son autorité sur la société et le système politique. Mais si vous êtes un prince parmi les princes qu'on a appelé le système des partis, là ça devient plus compliqué. Alors quand vous êtes, si vous êtes un bon manager, un bon leader ou une bonne leader, il y a des privilèges, et là la société ne dira rien, parce que tant que les leaders font bien leur travail, ils gèrent bien le groupe, ils équilibrent les querelles, ils sont capables d'exercer une certaine forme d'éthique dans leur jugement, parce qu'il y a aussi de l'éthique chez les singes, voilà, comme chez nous. À partir de là, on acceptera qu'ils aient des privilèges. Mais le jour où il y a une insatisfaction... et c'est changement de coalition, intrigue et coup d'État. Et puis des changements d'éthique, c'est ce qui s'est passé, on ne va pas revenir, parce que c'était assez compliqué cette affaire-là, mais quand M. Fillon s'est expliqué sur le début de l'affaire, donc qui a beaucoup marqué sa campagne, il a dit, oui, à une époque, ce que nous faisions était moralement accepté, aujourd'hui la société change et l'éthique a changé. Donc on voit bien que la morale et l'éthique changent, ce qui était accepté à un moment donné n'a plus du tout le consentement de la société lorsqu'elle a changé par rapport à ses attentes. Il y a une autre question fondamentale et centrale dans votre livre, Pascal Pic, c'est le rapport au travail. Qui va travailler dans les sociétés à l'avenir, le robot, le singe ou l'humain, et avec quelles conséquences? Alors majeur, ça, comme question. le seul qui a parlé de ça, mais pas de la bonne façon malheureusement, c'est Benoît Hamon, allocation universelle et le robot. Alors je me permets, je ne vais pas être trop long, mais c'est une étude du MIT qui a été publiée en français dans l'Harvard Business Review. Je donne mes sources parce que je vous conseille d'aller voir ce papier. Il est sorti en juillet donc, de l'année dernière. Depuis le début des années 80, ils ont regardé, ces chercheurs de MIT, l'évolution de 4 courbes. La première est celle des revenus moyens des ménages. C'est en Amérique du Nord, c'est à peu près pareil chez nous. Deuxièmement, celle de la création d'emplois. Troisièmement, celle de la richesse, le PIB. Et quatrièmement, donc la productivité. Eh bien, si on part de 1980 sur une base 100, en 2016, 2015, eh bien, les revenus moyens des ménages sont passés de 100 à 200. Bonne nouvelle. Mais non, en fait, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est la courbe du bas. La création d'emplois, c'est sur une base de 280. Donc, il s'est créé plus d'emplois que de revenus moyens. Donc, vous commencez à comprendre que c'est la question des classes moyennes, dites inférieures en termes de revenus. C'est pas du tout un jugement de valeur. Et à partir de là, donc, c'est ça qu'on a connu avec le Brexit, c'est ça qu'on a connu avec M. Trump, c'est ça qu'on a failli avoir chez nous. Après cela, vous avez donc la richesse qui a augmenté parce que la productivité est là. D'où l'idée de se dire... Même, ça a été dit dans le débat précédent, on a de moins en moins de CDI, soyons clairs, c'est presque à tort, bien sûr, on peut le regretter, mais c'est une réalité, on signe de plus en plus de CDI que de CDI, et même les jeunes diplômés ne courent pas après le CDI. Donc il y a un changement radical qui se met en place. Donc l'idée était tout à fait cohérente. Si le salariat devient et reste la base des cotisations pour la redistribution sociale, alors que c'est la courbe du bas, ben, c'est pas possible. Par contre, la productivité, c'est la courbe du haut. D'où l'idée de taxer les robots, mais c'était très mal présenté de mon point de vue. Oui, ce que j'allais vous dire, il a été moqué, caricaturé, alors que c'est presque une piste d'avenir. Mais on y va tout droit. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui avancé qui ne parle pas de cela. Et savoir que le revenu universel, il y a différentes formes. Si c'est présenté comme un assistanat, ça n'a pas marché, vous l'avez vu. Par contre, si c'est un système qui permet de se dire, j'ai une formation, je travaille, donc je cotise, en tout cas je redistribue. Ensuite, ah ben tiens, je vais m'occuper de mes enfants, même pour les hommes. Et puis ça permet de régler pas mal de questions. Mais ça n'a pas été présenté comme un nouvel projet de société. C'est une question de présentation et de comportement aussi. Je reviens sur ce point, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est ça ce qui est passionnant aussi dans votre livre, c'est s'intéresser au comportement. Je vais vous faire revenir il y a quelques jours, quelques semaines. C'était le débat d'entre-deux tours. Mais sur le plan comportemental, j'imagine que vous êtes régalé à le regarder parce qu'on pouvait peut-être, même sans écouter, bien sûr, sans écouter le son, vous pouviez deviner qui a remporté peut-être ce débat ou qui a inversé la tendance. Franchement, c'était mieux sans le son, compte tenu des échanges, surtout d'un côté. C'est très clair. D'un côté, M. Macron, qui reste stable et qui s'est énervé qu'une fois ou deux à peine, et qui n'a pas regardé ses fiches, et qui garde une vraie posture. Donc voilà, ça veut dire quoi dans notre inconscient collectif? Mais ça, c'est très clair. Je peux encaisser les coups, je peux répondre, et j'ai une compétence. Et petit à petit, Mme Le Pen, elle se déstructure. On s'aperçoit qu'elle s'agite de plus en plus, elle cherche ses fiches, donc ça pose un problème sur la compétence. Et puis surtout, ça c'est significatif lorsqu'on voit un changement de pouvoir chez les chimpanzés, pardonnez-moi, c'est que celui ou celle qui est en train de perdre commence à regarder autour de soi,
chercher des supports, même vis-à-vis des journalistes qui n'étaient pas très présents, malheureusement, comme vous le savez. Et c'est très clair. Et c'était pareil, si vous regardez sans le son, le débat entre M. Mitterrand et M. Sarkozy, qui était d'une meilleure tenue en termes d'échange. François Hollande, pardonnez-moi, et M. Sarkozy. Et M. Sarkozy était arrivé, il pensait vraiment qu'il allait l'emporter assez facilement. Et il est au bout d'un moment un peu déstabilisé et il s'agit de plus en plus. Et regardez le sans-son, c'est tout à fait significatif. Et c'est ça l'éthologie. Et curieusement en France, je trouve on fait beaucoup appel aux communicants. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu d'ailleurs, parce que passer des messages, c'est pas que des techniques, mais on ne s'adresse pas du tout à ces aspects comportementaux qui joueront l'important. Je peux me permettre une dernière remarque qui m'a scandalisé. Oui. Franchement, sur le plan personnel. C'était le jour de la cérémonie du 8 mai 1945. Monsieur Hollande donc a invité Monsieur Macron, nouveau président, et ce qui m'a vraiment choqué, je dis sur le plan personnel, c'est qu'il n'a pas du tout reçu et accompagné Monsieur Macron comme le nouveau président. Et il a eu des gestes extrêmement affectifs. Je pense que c'était sincère. En lui tendant le bras et à la fin, il y met, comme j'ai vu à la télévision, la main sur la nuque. Et là, c'est catastrophique parce que... À ce point ? Mais oui, parce que d'un côté, une certaine opposition, notamment du côté de l'extrême droite, du FN, c'est de se dire, ah ben oui, vous voyez, c'est le poulin de monsieur... C'est l'héritier. Voilà. Et donc, du coup, et je pense pas que c'était sincère, à moi qui ai un machiavélisme qui m'a complètement échappé. Et là, c'était, je trouve, assez catastrophique. Et il est vrai que d'un point de vue comportemental, et j'en parle dans ce livre, que ce soit M. Sarkozy pour certaines raisons, M. Hollande pour d'autres raisons, ils ont eu des difficultés à avoir des attitudes que l'on attend chez les leaders, en termes de bonne distanciation, etc. Et très franchement, la marche telle qu'on l'a vue au Louvre de M. Macron, il a réinstallé une distance qui est nécessaire entre le leader et les personnes qui sont autour de vous. Et d'ailleurs, c'était très clair quand il l'a dit. Je vous reconnais tous, mais je ne vois que quelques visages. Bien, nous serons attentifs on retourne dans une vraie éthologie du leader. À son comportement, à ses gestes et surtout à son action, c'est le plus important aussi. Mais ce qui est passionnant dans votre livre, Pascal Pic, vraiment, c'est cette étude comportementale qui en dit beaucoup avec l'étude du paysage politique et aussi des grands singes, des chimpanzés. Merci pour cet entretien. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat, notre antenne. Alors, j'ai pas de boule de cristal pour les élections, mais on peut penser qu'il est vraisemblable qu'En Marche n'aura pas une majorité absolue, que les Républicains ne l'auront pas, et que Mélenchon, qui affirme vouloir la rechercher, pas non plus. Donc, c'est un élément qui pourrait conduire à cette coalition, mais je crois qu'on peut aussi avoir la démarche dès maintenant plus positive de ce discours qui veut prendre en compte cette nouvelle réalité. C'est pas un des grands partis qui a gagné cette élection présidentielle. Non, mais moi je trouve qu'il faut pas donner de la viande au loup parce que déjà qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger dans d'autres pays. Alors je vois pas pourquoi on donnerait à manger aux animaux sauvages qui sont habitués à se nourrir tout seuls. Pour les loups, je donnerai à manger parce que pour moi, les loups, ils y peuvent rien parce qu'ils chassent pour manger. Voilà. La particularité d'un séisme est qu'il frappe sans préavis. L'effet de surprise cumulé à l'incertitude de l'ampleur et de la nature des dégâts en fait un événement redouté, tant il échappe à la rassurante logique de l'anticipation. Si l'épicentre demain devait être situé au cœur de la ville de Nice, forcément il y aurait des dégâts importants. Probablement la population aurait à souffrir des conséquences importantes, mais le plan communal de sauvegarde cherche justement le mieux possible à prendre en compte le lieu où sont disposés les secours, le lieu où ils sont prépositionnés. Nous sommes tous parachutés dans la vie. Si il y en a qui l'ont oublié, je leur rappelle. Aucun d'entre eux n'a pris la décision de naître. Et de même, quand je viens ici, eh bien, je suis comme partout ailleurs dans mon pays. Elle n'est pas en marche, elle court la rumeur sur un possible report des élections sénatoriales prévues en septembre prochain. Partie d'un article du Bulletin quotidien, elle circule désormais jusqu'au plus haut sommet de l'État, comme le confirment certains élus. Beaucoup en parlent, y compris des ministres, dont je tairai le nom, qui en ont parlé hier, je le sais, puisque l'un d'entre eux m'a appelé pour m'en parler avant le Conseil des ministres. Donc c'est un sujet qui semble être, selon les échos que j'ai, acté par le président de la République.
Peut-on compenser les atteintes faites à la nature lors d'un grand chantier en protégeant ou en réparant ce qui est détruit? C'est en tout cas ce que souhaite la loi biodiversité, votée en 2016 avec le système de pollueur-payeur. Ça veut dire que quand on détruit une zone humide, il faut recréer une zone humide. Donc c'est beaucoup d'ingénierie. Quand on détruit une mare, pour être un peu simpliste, il faut recreuser de nouvelles mares. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, comme d'habitude, c'est Territoire d'info. Belle fin de soirée en notre compagnie.